peu près à l'heure. Alors, donc cette mini-conférence, voilà, ce rendez-vous, je vous l'avais donné donc, pour parler vraiment spécifiquement de nutrition et de comment créer des assiettes gourmandes qui puissent aller à toute la famille sans avoir besoin de se prendre la tête, de faire des plats différents, etc. Donc, on va commencer par petite révision un petit peu du concept, de pourquoi est-ce que je vous donne ensuite tel ou tel conseil. On va commencer plutôt par expliquer un peu ma vision par rapport à la nutrition. Et puis comme ça, une fois que vous aurez ma vision, ce sera beaucoup plus facile du coup de comprendre comment est-ce que je m'organise pour créer les repas, les assiettes. Donc voilà, si vous avez déjà le e-book, on va se servir du e-book, on va s'appuyer un peu du e-book. Vous avez des feuilles d'exercice dans votre e-book. Donc, on va s'occuper surtout de la partie nutrition. Donc, les pages, en fait, hop, ces pages-là à remplir. Donc, si vous les avez sous la main, c'est top. Sinon, de toute façon, on pourrait toujours faire les exercices après. On va également avoir besoin de la nouvelle annexe du e-book, donc le petit guide des macronutriments. Donc, si vous ne l'avez pas imprimé, c'est pas grave, hein, mais parce que vous pourrez la consulter. Si vous l'avez imprimé, moi je l'ai imprimé parce que comme ça, c'est plus facile pour communiquer avec vous aujourd'hui. Et puis, j'ai aussi pris mon dernier e-book gratuit, donc accessible avec mes recettes de printemps, parce que ça va permettre du coup de vous expliquer quand je fais mes recettes, tout simplement, de voir comment est-ce que comment est-ce que j'aménage mes repas pour qu'ils soient équilibrés. Donc, on va parler un peu de tout ça. Donc, on va commencer par la partie vraiment nutrition. On va commencer en global. Déjà, première chose, pourquoi pas de régime restrictif? Pourquoi ça va être important d'avoir des assiettes complètes, riches, qui vont vous nourrir? Tout simplement parce que, en fait, notre corps, il n'est pas fait pour mourir de faim. Donc, si vous stockez du gras et si vous prenez du poids, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Alors, ça peut être quelque chose que vous maîtrisez. Ça peut être, voilà, je mange plus que ce que j'ai besoin. Ça peut être, j'ai mon métabolisme qui baisse parce que soit on est sur une période de ménopause ou alors à un moment de l'adolescence. Si vous avez une activité physique qui change, vous aviez une activité assez soutenue, donc une masse musculaire assez soutenue, enfin assez importante, et vous perdez de la masse musculaire. Donc voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire que votre métabolisme va baisser, et c'est un métabolisme qui baisse, du coup, peut engendrer une augmentation du coup de votre poids. Ça peut aussi, ce déséquilibre, venir d'autres choses que la nutrition. Et ça, c'est important toujours de se poser la question de où peut venir le déséquilibre. Ça peut venir d'un déménagement, on perd ses repères, on s'éloigne de sa famille, un travail qui ne nous convient pas, une vie sociale qui change. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire qu'à un moment, il y a un déséquilibre. La nutrition, c'est complexe parce qu'elle représente votre équilibre global. Ce qui veut dire qu'à un moment, si vous avez un déséquilibre dans votre mode de vie, ça peut être donc le sommeil, les hormones, votre vie sociale, voilà, plein de choses, eh bien, ça va se répercuter très souvent sur l'alimentation. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est quand vous prenez du poids, posez-vous déjà la question à quel moment ça a commencé. D'accord? Est-ce que c'est les 2 dernières années? Est-ce que ça fait 5 ans? Est-ce que ça fait 10 ans que je me bagarre plus ou moins avec mon poids? Et essayez de voir quelle est la cause réelle de cette prise de poids. Parce que oui, la conséquence, c'est la nutrition. Souvent, ça se répercute dans l'assiette. Mais posez-vous toujours la question de quelle est la cause, et essayez toujours de travailler sur la cause. Parce que si vous travaillez uniquement sur la conséquence, vous allez jamais vous en sortir et vous allez rester dans ce cercle un peu vicieux à garder ce rapport à l'alimentation pour compenser quelque chose. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire d'abord en intro. Ensuite, les régimes restrictifs, souvent, ça fait rêver parce qu'on se dit, bon, voilà, on me parle de perdre 10 kilos en 3 mois. Enfin, voilà, on fait vraiment des choses et on se dit, mais je serais tellement mieux avec 10 kilos en moins, mais c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Le gros problème de ça, c'est que souvent, c'est des solutions à très court terme et qu'on n'est pas accompagné sur la phase ensuite de stabilisation. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que quand on vient diminuer drastiquement son alimentation, ses apports alimentaires, sur le court terme, forcément, ça va marcher. Mais votre corps, il va s'habituer très vite. Vu qu'il n'est pas fait pour mourir de faim, il n'est pas fait pour manquer, il va réajuster ses besoins à ce que vous lui donnez. Donc, concrètement, si vos besoins, c'est 1500 calories par jour et que pour perdre du poids, vous vous dites, je vais en manger 1002, déficit calorique de 300,
techniquement, on se dit, OK, ça va marcher. Sauf qu'en fait, très vite, votre corps, il va se dire, ah bah, elle me donne que 1003 maintenant, 1002, 1003, donc je vais baisser mes besoins et du coup, il s'ajuste pour n'avoir besoin que de 1200, 1300 calories par jour. Sauf que vous, quand vous mangez les 1200, 1300 calories par jour, vous vous êtes sacrément serré la ceinture pour y arriver. Vous avez retiré un peu vous avez retiré plein de choses de votre alimentation. Vous avez peut-être, du coup, supprimé des sorties aussi avec les amis, des choses comme ça, parce que vous dites, ah, je vais jamais y arriver sinon. Et donc, du coup, quand vous reprenez une vie sociale normale, quand vous recommencez à manger normalement, là, vu que vos besoins, au lieu d'être à 1005, ils sont passés à 1002, du coup, vous grossissez et souvent, on reprend plus de poids que ce qu'on a perdu. Donc, faites vraiment attention à ça. C'est hyper important de ne pas diminuer vos apports drastiquement puisque votre corps, il n'est pas débile, il va s'ajuster. Donc, c'est pas la solution. Ce qui va être important, ça va plutôt être de faire attention de ne pas manger des choses que votre corps va stocker. Parce qu'en fait, si on parle juste de calories et d'énergie, votre corps, il va s'ajuster. C'est-à-dire que c'est pas sur le nombre de calories que ça va fonctionner. Donc, compter les calories, pour moi, ça a peu de valeur. En tout cas, quand on est dans une démarche de bien-être, compter les calories a peu de valeur. Ce qui va être important, ça va être plutôt de travailler sur la qualité des calories que vous allez consommer. Parce que si vous consommez un petit peu trop, mais que c'est des vrais aliments, des aliments que votre corps n'a aucun problème à assimiler, les extras, il va avoir aucun problème à les gérer et du coup, vous n'allez pas forcément stocker. En revanche, vous pouvez manger moins, mais vraiment moins que ce que vous avez besoin. Mais vu que c'est des aliments qui vont être mauvais pour votre corps, qui vont vous générer des intolérances alimentaires, des troubles au niveau de la digestion, l'intestin, le côlon, vous ne vous sentez pas bien, ballonné, etc. Du coup, votre corps, il va saturer et même si au final, en nombre de calories, vous en donnez très peu, ça ne vous empêchera pas de stocker du gras. D'accord ? Autre chose, quelque chose qui est important de savoir aussi, c'est que les hommes et les femmes, on n'est pas égaux. La femme, elle est constituée pour hormonalement être capable de concevoir un enfant. Et ça, c'est valable de l'adolescence jusqu'à même après la ménopause. D'accord ? Donc, même si la ménopause, il y a un changement hormonal, le corps, par rapport à son stockage des graisses, c'est toujours la même chose. Si on ne consomme pas suffisamment, ou si on ne consomme pas suffisamment de graisse, mais même si on ne consomme pas suffisamment, votre corps, il n'est pas fait pour manquer. Donc, il va se débrouiller, coûte que coûte, pour toujours avoir le gras dont il a besoin. Donc, si vous ne mangez pas assez, votre corps, il va quand même faire des stocks. D'accord ? Donc, ça va être vraiment important de comprendre que, OK, il faut être en partenariat, en équipe avec son corps. Et il va falloir ne pas le maltraiter et lui donner exactement ce dont il a besoin. Et quand on lui donne exactement ce dont il a besoin, il se régule tout seul et il ne va pas garder des réserves de graisse. D'accord ? Les réserves de graisse pour votre corps, c'est simplement une réserve d'énergie. Donc, si vous avez tendance à stocker du gras, c'est soit vous êtes en déficit d'énergie, donc manque de sommeil, vous ne mangez pas assez, vous êtes trop stressé, etc. Et il y a plein d'éléments qui font que vous pouvez, du coup, stocker du gras parce que votre corps, il est en déficit d'énergie, donc il garde du gras en énergie. En revanche, quand vous commencez à donner exactement à votre corps ce dont il a besoin, les bons nutriments, vous lui donnez l'énergie, les quantités dont il a besoin, il n'y a aucune raison que votre corps il continue de porter du gras dont il n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'en premier, si vous lui donnez pas ce qu'il faut, il va garder son gras parce que c'est de l'énergie, mais après, il n'est pas bête non plus. C'est-à-dire que ça reste quand même désagréable pour lui d'avoir toujours du poids à porter dont il n'a pas besoin. Donc, il va le faire pour ne pas manquer. En revanche, quand vous lui donnez tout ce dont il a besoin, il va délester. Donc, le gras va ensuite se réguler tout seul si vous arrivez à tenir une routine où vous donnez à votre corps ce dont il a besoin. Donc, je ne vais pas vous donner de recette miracle. Je ne vais pas vous donner un régime à suivre, un starter à faire pendant une semaine et puis après, voilà, vous allez perdre plein de trucs et puis on va faire une super détox et machin. Non. Je vais plutôt essayer de vous donner, OK, comment on mange sur le long terme pour être en bonne santé, avoir de l'énergie, ne pas stocker du gras et du coup se sentir bien et ne pas avoir un extra de gras. Donc voilà comment je vois les choses. Ensuite, il n'y a pas
pour moi, de raison de se priver drastiquement de certaines familles d'aliments. Donc, on va voir qu'il faut trouver, bien sûr, un équilibre entre les aliments qui sont là pour vous nourrir et les aliments qui ne vont pas forcément vous nourrir, mais qui vont vous faire plaisir une fois de temps en temps, qui socialement, voilà, je parle de l'alcool, par exemple, de certaines choses comme ça qui vont plutôt être des aliments sociaux. Et on va parler aussi d'aliments qui nourrissent. Le plus important, c'est d'être en pleine conscience de ce que vous mangez. Quand on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Moi, j'ai plein de clientes qui me disent « Bah oui, mais je ne savais pas que tel aliment, c'était pas top. Donc voilà, avant, je les prenais, mais en fait, j'avais aucune idée que ça avait un impact sur moi. » À partir du moment où vous avez conscience de qu'est-ce qui va vous faire du bien, qu'est-ce qui va vous nourrir, qu'est-ce que votre corps va stocker et qu'est-ce qui va faire que vous allez être fatigué, que vous allez avoir de l'hypoglycémie, des pics d'insuline, etc. Une fois que vous avez bien assimilé tout ça, au final, vous mangez en pleine conscience. Et ce qui veut dire que quand vous faites un extra, vous le savez et c'est OK, d'accord? Ce qui est important, c'est juste de le savoir, d'en avoir conscience et de dire, bon, bah voilà, OK, là, j'ai fait un extra, mais ça représente pas ce que je mange. C'est pas si, quand je parle dans mon e-book, quand je parle du rapport 80-20, ça se passe sur une semaine entière. D'accord? Vous devez visualiser sur une semaine, si vous mettez tout ce que vous avez mis dans votre corps en termes de liquide, donc boissons, que ce soit alcool, thé, café, eau, donc toutes les boissons que vous allez consommer et tous les aliments que vous allez consommer, donc que ce soit vos assiettes, vos goûters, vos snacks si vous en avez, tout ça. Vous mettez tout, vous visualisez tout ce que vous avez mis dans votre corps les 7 derniers jours, vous le visualisez sur votre table du salon. Et là, quand vous visualisez ça, eh bien, 80%, ça devrait être des vrais aliments. Des vrais aliments, donc des vrais légumes, des vraies graines, des vraies céréales, voilà, des choses qui sont réelles, pas transformées, même si c'est vous qui les transformez, mais vraiment des choses qui sont des vrais aliments, et de l'eau. Et dans les 20%, on retrouve le thé, le café, l'alcool, et puis les petits aliments transformés. Par exemple, des fois, si vous achetez une sauce vinaigrette, par exemple, c'est pas vous qui l'avez fait. Bon, voilà, quand vous lisez la liste des ingrédients, vous verrez qu'il y a des vrais aliments, de l'huile, du vinaigre, etc., que je considère être des vrais aliments. Et puis, vous allez avoir les petits aliments cachés, donc des noms imprononçables, de choses qui sont faites en laboratoire, qui sont très chimiques. Dans tout ce que vous achetez, que ce soit des céréales, que ce soit des produits, voilà, tout ce que vous achetez, lisez toujours la liste des ingrédients. D'accord? La première chose à lire, c'est la liste des ingrédients. C'est qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon corps? D'accord? Est-ce que c'est principalement des aliments que je reconnais, que je connais entiers? Donc, on voit souvent 30% de ceci. Par exemple, si on prend des céréales, vous allez peut-être avoir 30% d'avoine, peut-être 20% d'amandes, des choses comme ça dans une sorte de muesli. Et puis, vous allez avoir aussi des choses qui ne vont pas forcément être des aliments entiers. Donc, c'est ces aliments-là qu'on va essayer vraiment d'éviter au maximum parce qu'en fait, ces aliments-là vont avoir tendance à appauvrir votre système digestif, vous appauvrir en vitamines, tout simplement parce que le corps, quand il les assimile, il ne les reconnaît pas. Le corps, ça fait des années que le corps humain mange des aliments qui sont vrais, entiers, donc dans la nature, plus ou moins transformés parce qu'on les fait cuire, on les associe, etc. Mais à la maison, on ne fait pas des extraits. On ne va pas avec le microscope faire des extractions de sirop de maïs, etc. Non, nous, on prend les aliments entiers, on les cuisine, ce qui est une forme de transformation, mais qui reste une transformation très légère et on les consomme comme ça. Sauf que le problème des aliments qui sont très transformés, donc je parle des aliments qui sont faits plutôt en laboratoire, ces aliments-là, le corps ne les reconnaît pas forcément, d'accord? Même si c'est des extraits de maïs, des extraits de machin, voilà. Il faut savoir que quand on lit extrait naturel, il n'y a aucun extrait qui est naturel, d'accord? Je ne sais pas où ils ont été chercher ce truc-là, c'est du marketing. À partir du moment où c'est un extrait, il n'y a plus rien de naturel. Et pareil pour les arômes. À partir du moment où on parle d'un arôme, non, il n'y a pas d'arôme naturel, ok? Ça a été dissocié, donc voilà. Donc, tous ces aliments-là, qu'est-ce qui se passe? Quand on les consomme, ils vont nous appauvrir parce que vu que notre corps, il les reconnaît pas, il va essayer de chercher des solutions pour les digérer. Et donc, la solution, il va les chercher dans vos propres minéraux, dans vos propres bactéries. On a plein de bonnes bactéries dans notre corps, on appelle le microbiote. Hein. Je fais très simple, mais voilà, pour qu'on puisse avancer. Et donc, le microbiote, c'est plein de bonnes bactéries qui permettent une bonne digestion, une bonne assimilation des nutriments. Ce microbiote, quand on donne trop d'aliments transformés,
il vient à s'appauvrir, et à un moment, il est tellement appauvri qu'il ne fait plus son travail. Et donc, du coup, vous ne digérez plus. Et c'est souvent là où on a des troubles de l'intestin irritable, côlon, pareil, qui vous fait souffrir, des gros ballonnements, des gaz, des grosses douleurs au niveau de la digestion, etc. Souvent, alors, voilà, c'est pas dans 100% des cas, mais très souvent, ça vient d'une consommation un peu trop importante de ces aliments transformés et pas assez d'aliments, en contrepartie, c'est toujours un équilibre, qui vont enrichir votre microbiote. Parce qu'il y a un tas d'aliments qui va enrichir votre microbiote, qui va lui permettre de se ressourcer, de se régénérer. Et du coup, quand on apporte beaucoup d'aliments qui permettent au microbiote de se ressourcer, de se régénérer, des bonnes bactéries qui enrichissent votre microbiote et que derrière, on mange peu d'aliments transformés, tout se passe bien. OK ? Après, s'il y a un déséquilibre là-dedans, trop d'aliments transformés, pas assez d'aliments pour enrichir votre microbiote, c'est là où on commence à avoir des soucis et qu'on commence à être malade. Donc, l'idée, ça va être ça. Est-ce que tout le monde me suit pour le moment? Pour les bases? OK. Ensuite, je voulais aussi vous parler de... après, on attaquera le plus concret, mais donc de l'index glycémique. Parce que je ne peux pas aller plus loin sans vous parler de l'index glycémique, parce que moi, c'est vraiment le principe de base que j'utilise pour faire mes assiettes. Vous avez des aliments, donc les macronutriments, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais voilà, les glucides. Les glucides, c'est toute la famille des sucres. Pendant des années, on a parlé de sucre lent, sucre rapide. Les dernières études montrent qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça. C'est plutôt des aliments avec un index glycémique élevé et des aliments avec un index glycémique bas. C'est quoi l'index glycémique? Si je le fais très rapide, c'est la vitesse à laquelle les sucres vont être digérés et la rapidité avec laquelle le sang contenu dans les glucides, donc les sucres, va aller dans votre sang. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Quand vous avez un aliment glucide, donc si je prends un glucide vraiment type le pain, c'est à base de céréales, donc c'est des glucides, tout ce qui est céréales, c'est des glucides, pommes de terre, on est sur des glucides, les pâtes, le riz, voilà, tous ces aliments-là, on est sur des glucides. Donc on consomme ces aliments-là, on digère, ça se digère très rapidement parce que c'est des glucides, ça va dans le sang. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas vivre avec du sucre dans le sang, sinon on meurt. Tout simplement, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau envoie l'insuline, qui est une hormone. Le job de l'insuline, c'est d'aller retirer le sucre qui est dans votre sang et d'aller distribuer le sucre à tous les organes qui en ont besoin. Donc, vos muscles ont besoin de sucre, votre cerveau fonctionne avec du sucre aussi, etc. Donc, l'insuline, tac, elle prend le sucre dans le sang, elle va distribuer. Le problème, c'est que si vous avez trop de sucre qui arrive trop rapidement d'un coup, vous allez avoir beaucoup d'insuline de sécréter. Elle va retirer, elle va donner où il y a besoin, sauf que très vite, les réserves vont être pleines, d'accord? Parce que quand ça va trop vite, ça arrive trop vite, les réserves se débordent. Quand les réserves débordent, l'insuline, elle transforme on va y arriver, trop de sucre, elle transforme en graisse. Et donc, en fait, on se retrouve à avoir du stockage de graisse parce qu'on a mangé du sucre. Et ça, c'est hyper important. Pendant des années, on a dit, oui, il faut faire attention au gras, le cholestérol, ceci. On fait du gras parce qu'on mange du gras. C'est faux. Effectivement, si on mange trop de graisse et de façon déséquilibrée, parce que les graisses doivent s'équilibrer, j'en parlerai après, effectivement, c'est pas bon pour le cholestérol. En revanche, le stockage des graisses là partout, en général, c'est parce qu'il y a trop de sucre. D'accord? Donc, on ne veut pas de pic d'insuline. Donc, on ne veut pas qu'il y ait trop de sucre dans le sang d'un coup. Ça, c'est super important. Et pour ça, c'est simple, il y a des aliments comme ceux que je viens de vous citer qui ont un index glycémique très élevé. On ne va pas pouvoir les manger seuls, ces aliments-là. Il va falloir les équilibrer. D'accord? Et au final, oui, il y a des aliments qui ont des index glycémiques très élevés, mais ce n'est pas une raison pour les sortir de l'alimentation. C'est juste que ces aliments-là, quand on les consomme, il faut vraiment faire attention d'y ajouter des fibres et des graisses. Tout simplement parce que les fibres et les graisses, c'est deux éléments qui ralentissent la digestion et qui donc vont ralentir la rapidité avec laquelle le sucre va aller dans votre sang. Et si le sucre va beaucoup plus doucement dans votre sang, vous n'avez pas ce pic d'insuline et donc vous n'avez pas
extra de sucre qui vient et qui va faire qu'ensuite vous allez stocker, d'accord? Ça s'espace beaucoup plus, etc. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, gros effet négatif au pic d'insuline. Donc bien sûr, s'il y a trop d'insuline, potentiellement, il y a du stockage de graisse, mais il y a surtout l'insuline, une fois qu'elle a fini de distribuer, en général, elle fait en sorte qu'il y ait moins de sucre dans votre sang qu'au départ. Donc, on a souvent des hypoglycémies réactionnelles. Hypoglycémie réactionnelle, si c'est violent, ça peut être, voilà, par exemple, tourner un peu de l'œil, tomber dans les pommes. Moi, ça m'arrive très souvent au niveau, enfin très souvent, non, ça m'est arrivé 3 fois, mais bon, c'était toujours un peu le même truc. C'est-à-dire que la personne mangeait une barre de céréales, que de céréales, d'accord, donc que des sucres, 1 heure avant de faire la séance de sport, en se disant, allez, j'ai besoin d'un petit boost là, donc je prends du sucre juste avant de faire mon sport. Pendant la séance de sport, tout se passe bien, il est en train de digérer. Sauf qu'à la fin de la séance de sport, l'insuline, elle vient de finir son job. Et du coup, il y a très peu de sucre dans le sang, donc on est dans une hypoglycémie. Sauf qu'en même temps, la personne a fait du sport, donc elle a tapé dans ses réserves en glucides. Donc ça fait un big whack pas possible. Et la personne, elle finit allongée par terre avec les pieds en l'air, quoi. Et donc ça m'est arrivé souvent du coup, prise de sucre, hypoglycémie réactionnelle qui tombe en plein milieu de la fin de la séance de sport. Et là, ça passe pas. Donc, ne jamais prendre du sucre avant de faire du sport, d'accord? Quand vous prenez du sucre pendant que vous faites un effort sportif, je parle par exemple, vous êtes en train de faire un marathon ou un demi-marathon, enfin bref, si vous partez faire du sport 1 heure, vous n'avez pas besoin de manger avant, votre corps il s'adapte, il n'y a pas de problème. Si vous commencez à faire une sortie sportive de 2 heures, vous avez marché 3-4 heures, des choses comme ça, là effectivement, pendant votre activité, vous pouvez consommer un peu de sucre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous commencez à consommer du sucre, donc si je parle d'activité plus marathon, si on commence à consommer du sucre pendant qu'on court, va falloir continuer d'en consommer régulièrement pour ne jamais atteindre l'hypoglycémie. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas je prends du sucre à la moitié et après j'en prends plus. Si vous commencez à en prendre, parce que le muscle se sert de sucre, hein, donc vous pouvez prendre du sucre rapide du coup quand vous faites des gros efforts comme ça, mais il faut continuer de le prendre. Faut continuer, d'accord? Parce que si vous arrêtez, vous allez faire une hypoglycémie réactionnelle. Donc, voilà. Bon, là, on parle vraiment de sport, voilà, un peu plus. Après, moi, en rando, je vais plutôt faire un petit mixte. Si je vais sur une rando de 4 heures, je vais plutôt manger des choses type fruits pour l'apport en sucre ou des dattes, par exemple, des abricots. Donc ça, ce sera mon apport en sucre. Par contre, moi, je vais toujours manger des graisses avec. Donc, je me fais un petit mélange de noix avec. Et tout simplement parce que les noix, c'est des graisses. Il y a des fibres dedans. Les fibres plus les sucres, ça s'équilibre. Ça évite que j'ai un pic de glycémie trop élevé. D'accord? Donc, ça va être important comme ça d'équilibrer. Donc voilà, on a parlé de l'hypoglycémie réactionnelle. C'est exactement ce qui se passe avec les diabétiques. Alors bon, vous savez, il y a des diabétiques, voilà, qui sont nés diabétiques et donc ça, c'est une pathologie complètement différente. J'en parle pas. Mais les personnes qui deviennent diabétiques parce que l'insuline dysfonctionne avec le temps, c'est souvent dû justement à trop de pics d'insuline. Au bout d'un moment, si vous le faites sur 1 an, 2 ans, vous n'aurez pas d'impact. Si ça fait 20, 30 ans que vous faites ça, au bout d'un moment, l'insuline se dérègle et donc vous risquez d'avoir du diabète. Et qu'est-ce qui se passe quand elle se dérègle? Elle ne fonctionne plus. Sauf que je vous ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas d'insuline, on peut mourir parce qu'on ne peut pas garder du sucre dans le sang. Donc ça veut dire qu'on est obligé du coup de se faire des injections d'insuline pour pouvoir gérer votre taux de sucre dans le sang. Donc, on ne veut pas non plus arriver à ce point-là. En revanche, si vous êtes déjà dans une problématique de diabète, les conseils que je vais vous donner en termes d'alimentation vont complètement être dans la thématique parce qu'on essaye justement d'éviter ça. Donc, ça devrait, je pense aux personnes soit diabétiques ou alors, j'ai beaucoup de suivi de clientes aussi pendant la grossesse. Quand on fait du diabète gestationnel, par exemple, l'alimentation que je propose est complètement adaptée puisque du coup, l'objectif, c'est de garder toujours un taux de sucre bas dans le sang. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va rentrer encore un peu dans le détail. Il y a tellement de choses à dire. On a les macronutriments. Donc ça, je vous en ai parlé dans le e-book. Donc les macronutriments, on a les glucides. Donc les glucides, c'est les sucres. C'est pas des méchants. D'accord? Parce que des fois, souvent, moi, je vois dans les régimes à la mode, un coup, c'est les glucides, faut plus en prendre, ou un coup, c'est trop de protéines. Enfin bref, il y a toujours des trucs comme ça à la mode. Faut savoir que les macronutriments, on en a besoin. D'accord? Donc, les glucides, donc les sucres, on en a besoin. Que ce soit vos muscles, votre cerveau, et vous avez tout plein d'organes qui ont besoin de glucides pour fonctionner. C'est un carburant essentiel pour votre corps. Il en faut.
Les lipides, c'est tout ce qui est graisse. Les graisses, il en faut. C'est les graisses qui font fonctionner les hormones, d'accord? Donc, on ne peut pas ne pas manger de graisse. Très souvent, voilà, pour avoir été un peu dans le monde du haut niveau avant, on a souvent des jeunes femmes, bon, j'étais en plus dans le monde de l'athlétisme, qui frôlent l'anorexie ou qui sont anorexiques. Et si vous voilà, c'est suivi des parcours comme ça, elles perdent leurs règles en fait. C'est très souvent que le manque d'apport en graisse fait qu'à un moment, on perd ses règles. Tout simplement parce qu'en fait, les hormones fonctionnent avec les graisses. Donc, si à un moment, on n'a plus assez de graisse, eh bien, on peut perdre du coup ça. Donc, les graisses fonctionnent aussi avec tout le système du coup hormonal. Et donc, c'est très important en tant que femme d'être consciente que oui, on a besoin d'avoir des graisses sur nous. Alors voilà, après, on n'a pas envie d'en avoir beaucoup, mais sachez que pour être en bonne santé, il nous en faut quand même. Et ensuite, on a les protéines. Donc, les protéines sont très importantes. Les protéines, notre corps, il se débrouille bien. Il peut faire vraiment plein de choses. Si vous mangez pas assez de glucides, il va arriver à se débrouiller. Si vous mangez pas assez de graisse, il va un peu se débrouiller. En revanche, si vous mangez pas assez de protéines, votre corps n'est pas capable de créer ses propres acides aminés. Donc, c'est indispensable de manger des protéines. Quand je parle de protéines, je ne parle pas forcément de protéines animales, d'accord? Il y a énormément de protéines végétales. Et souvent, quand on pense à protéines, on pense à viande rouge, alors que pas du tout. Alors oui, protéines, il y en a dans la viande, il y en a dans le poisson, il y en a dans les œufs, effectivement, mais il y a aussi énormément de protéines dans les légumineuses, donc tout ce qui va être lentilles, haricots, dans tout ce qui va être oléagineux, les noix, les amandes, dans tout ce qui va être graines, pépins, graines de chia, pépins, etc. Donc, vous avez aussi énormément de protéines végétales. Donc, ne vous dites pas qu'il faut forcément manger du poulet, du steak et des œufs pour avoir votre apport en protéines. Moi, je mange à 80% végétarien. J'ai des protéines à chaque repas. Donc, c'est pas incompatible, bien au contraire. Mais il faut des protéines. Ça, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Surtout pour le métabolisme. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, si on veut perdre de la masse grasse, c'est d'avoir un métabolisme qui fonctionne bien. Votre métabolisme, c'est votre dépense énergétique, en fait. Donc, pour booster le métabolisme à fond, c'est super important d'avoir une masse musculaire qui soit importante. Donc, si vous êtes en recherche de perte de poids, parce que je pense qu'il y en a voilà, qui sont aujourd'hui là pour ça aussi, il faut booster votre métabolisme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne veut pas diminuer les apports parce que le corps, il n'est pas débile, il va s'ajuster. D'accord? On veut augmenter nos dépenses. Et on garde des apports sains, stables. On donne au corps ce dont il a besoin, très important. Il prend ce qu'il a besoin. S'il y a du trop dont il n'a pas besoin, mais que c'est sain, il va se débrouiller, il va arriver à le gérer et à le dégager. D'accord? Après, si vous lui donnez que des trucs compliqués, là, pour le coup, il ne va pas être top, il va avoir tendance à stocker. Donc voilà, donc on veut booster le métabolisme. Pour booster le métabolisme, il n'y a pas trop le choix. Sport, musculation principalement. D'accord? Attention, ne faites pas du cardio à outrance. Si vous avez envie de booster votre métabolisme, c'est la muscu avant le cardio. D'accord? Je vous en parle dans le e-book, mais c'est vraiment la musculation qui permet de augmenter votre masse musculaire. Sauf que la musculation, sans protéines, il ne va pas se passer grand-chose. D'accord? Donc, c'est vraiment les deux ensemble qui vont faire. Parce que quand on fait de la musculation, on sécrète des hormones, principalement de la testostérone. On en sécrète moins que les hommes, mais on en sécrète quand même. Cette testostérone, couplée avec les protéines qu'on va manger, va synthétiser de la masse musculaire. Donc, on va créer du muscle. D'accord? Et on ne va pas devenir Hulk. Je vous rassure tout de suite. Je ne ressemble pas à Hulk. Je mange des protéines à chaque repas. Je fais de la muscu tous les jours. Je ne ressemble pas à Hulk. On ne ressemblera pas à Hulk. D'accord? Par contre, c'est indispensable parce que c'est ça. C'est un peu la masse musculaire, la liberté, parce que si vous avez une bonne masse musculaire et un métabolisme qui fonctionne au taquet, ben là, les excès que vous allez faire alimentaires, il ne va rien se passer. D'accord? Et donc, c'est hyper important de booster votre métabolisme, de manger sain, d'accord? Et puis, si de temps en temps, il y a un petit excès, honnêtement, ça passerait inaperçu. Bon, maintenant, si 80% du temps, c'est n'importe quoi et que 20% du temps, vous mangez de la salade pour vous déculpabiliser, ça ne marche pas non plus, d'accord? Ça ne marche pas. Donc, on en parlera après, mais on va essayer de se réguler là-dessus. Donc,
Je vous ai parlé des macronutriments, protéines, lipides, glucides. Les 3 sont indispensables. Et on a les micronutriments, vitamines, minéraux, indispensables aussi, les fibres, pour enrichir votre microbiote. Je vous ai dit tout à l'heure, on a besoin de bonnes bactéries pour avoir un microbiote qui fonctionne au taquet et pas avoir de problèmes digestifs, problèmes au niveau du côlon, des intestins, pour se sentir bien. Il faut des bonnes bactéries. Et donc, pour ça, il faut des fibres, et il faut des vitamines, il faut des minéraux. Ils sont contenus dans les fruits et les légumes. Donc, voilà. On a parlé un peu des aliments transformés, de l'index glycémique. Donc, l'index glycémique, on va en parler, mais ça se passe sur le bol alimentaire total et non pas sur la journée. Ça, c'est important aussi. J'avais une discussion justement avec une de mes clientes la semaine dernière sur ce sujet-là qui me dit, et je pense que c'est souvent une erreur qu'on fait, ce soir, elle m'a dit, ce soir, je vais manger des crêpes. Donc, les crêpes, on sait que du coup, c'est à base de farine, donc c'est un index glycémique assez élevé. Bon, je pense qu'à mon avis, elle avait prévu de se faire quand même des crêpes complètes, donc ça va. Et puis, je pense qu'elle avait prévu aussi de se faire une petite salade verte pour accompagner les crêpes. Et puis, elle m'avait dit, vu que je vais faire crêpes au Nutella aussi en dessert pour me faire plaisir, etc. Du coup, j'ai fait super diète le midi. Bon, c'est pas forcément la meilleure solution. Pourquoi? Parce que quand on fait méga diète léger le midi, vous allez arriver le soir, votre corps, il meurt de faim. Donc, ce sera beaucoup plus dur de se contrôler. D'accord? Et donc, on va avoir tendance à manger beaucoup trop ou plus. Enfin, voilà. Et en plus de ça, on est crevé parce que votre corps, il a tenu toute l'après-midi en mode mort de faim. Donc, ce qui fait que du coup, le soir, il est là, genre, moi, j'ai méga faim. Donc, en fait, on va craquer plus facilement. On va picorer pendant qu'on prépare à manger. Et puis, pas forcément les meilleurs trucs. Et puis, on va prendre, des trucs plus sucrés parce que votre corps, quand il manque d'énergie, il a besoin de glucides, surtout le cerveau et les muscles, parce qu'ils fonctionnent avec des glucides. Donc, si vos muscles sont fatigués, si votre cerveau est fatigué, ça va être alerte, je veux du sucre. Sauf que votre cerveau, il va pas vous dire « Alors, j'ai besoin de sucre, est-ce que tu pourrais me faire une salade de quinoa avec des lentilles, s'il te plaît ?» Parce que voilà, c'est quand même des glucides. Non, votre corps, il va vous dire « Passe-moi le Nutella, le chocolat, les bonbons, genre un sirop, c'est bien un sirop. Le sucre, il va tout de suite dans le sang, c'est fantastique. » Donc voilà, du coup, faites bien attention à ça. Quand vous avez des pulsions de sucre, ça vient souvent du fait que vous n'avez pas assez mangé avant. D'accord? Ou que vous êtes fatigué. Et posez-vous bien la question. Pourquoi est-ce que là, j'ai une pulsion? Est-ce que j'ai bien mangé mon repas d'avant? Est-ce que c'était équilibré? Est-ce que j'avais pas trop de sucre dans mon repas d'avant et que là, je suis en hypoglycémie réactionnelle, donc mon corps est là en mode donne-moi du sucre, etc., etc. Donc, quand vous avez des dîners un peu spéciaux, vous allez avoir des desserts, vous allez avoir des aliments comme ça qui vont être plus sucrés, dîner au restaurant, un apéro avec des amis, etc. Eh bien, la solution, c'est pas forcément de vous faire mourir de faim le repas d'avant. Mangez quelque chose de super équilibré le repas d'avant, qui va bien vous caler, qui va vraiment apporter à votre corps tout ce dont il a besoin. Et le soir, même s'il y a des aliments craquage ou quoi, on essaye toujours de limiter la casse. Donc déjà, avant de boire un verre d'alcool, on boit toujours un grand verre d'eau. Et puis, entre chaque verre d'alcool, on essaye de reprendre un verre d'eau pour alterner alcool-eau, parce que l'alcool déshydrate. Donc, du coup, ça permet de rester bien hydraté. Quand on mange si on prend un repas qui est très riche en sucre, donc, admettons, vous faites un burger frites. Voilà, c'est McDo, soirée McDo, on se fait un burger frites. Admettons. OK, ça fonctionne. Ce sera plus sain de faire salade verte, burger frites, que de faire burger frites. Vous allez me dire, mais je mange plus. En quoi ça va être plus sain? Il y a plus de calories. Non, parce qu'en fait, il y a des fibres dans votre salade. Et donc, la salade verte va permettre d'aider à ralentir la digestion du burger frites qui a un index glycémique très élevé. Et donc, du coup, vous allez peut-être manger un peu moins de frites parce que la salade, si vous la mangez en premier, vous la mastiquez bien, ça va commencer un peu à calmer votre faim, à vous caler. Du coup, vous mangerez peut-être que la moitié de votre portion de frites, par exemple. Et puis, mastiquez bien quand vous consommez parce qu'une grosse partie de la digestion aussi peut se faire grâce à la mastication. Le fait de prendre le temps de bien mastiquer longtemps, ça permet aussi d'arriver à satiété plus vite, donc vous aurez moins faim. Et pour les personnes souvent qui me disent « Moi, je n'ai plus jamais faim parce que je suis complètement déconnectée de ma satiété et j'arrive plus à ressentir quand j'ai faim, quand j'ai pas faim », ça se réapprend.
Donc, pour le réapprendre, c'est vraiment prendre le temps de mastiquer, prendre le temps de manger. Très important. Et pour ça, ça veut dire qu'il ne faut pas être forcément distrait en même temps. D'accord? Si vous mangez systématiquement en faisant vos emails le midi, en regardant Netflix le soir, que vous êtes tout le temps distrait et que vous mangez jamais en pleine conscience, en faisant bien attention à ce que vous consommez, bah, du coup, le risque, ça va être que votre cerveau, il fait jamais le lien. Et donc, du coup, vous avez jamais cette sensation de satiété. D'accord? En plus, on engloutit, on mange pas doucement, on mastique pas, enfin bref. Et en général, après, on est super ballonné, on a trop mangé, mais on s'en est pas rendu compte, etc., etc. C'est encore, on revient toujours un peu à ce principe de pleine conscience. D'accord? Être en pleine conscience de la qualité de ce qu'on mange, être en pleine conscience des besoins de notre corps et qu'on lui donne ce dont il a besoin, être en pleine conscience quand on a une pulsion. Pourquoi est-ce qu'on a une pulsion? Est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai eu une dure journée? Est-ce qu'on m'a dit quelque chose là qui m'a saoulée et du coup je vais manger pour me venger? Etc. etc. Est-ce que j'ai vraiment faim? Si j'ai faim, ok, je mange. Pourquoi est-ce que j'avais faim? Est-ce que c'est normal que j'avais faim à cette heure-là? On est proche de l'heure du repas, ok, c'est logique. On est en plein milieu de l'après-midi, non, c'est pas logique que j'ai faim là maintenant tout de suite. Donc j'ai peut-être pas assez mangé le repas d'avant. Voilà, c'est très important de reprendre conscience de tout ça, prendre le temps de manger et vous verrez que vous allez avoir cette sensation de satiété qui va s'installer. Vous allez beaucoup mieux digérer, vous allez du coup beaucoup mieux vous sentir, vous réconcilier aussi un petit peu avec votre corps parce que c'est une sorte de maltraitance aussi de lui faire subir un peu tout ça. Et donc du coup, il va vous le rendre. Voilà. Il est en général, quand on est cool avec lui, il est cool avec nous. C'est quand même une relation importante. Vous allez être dedans jusqu'à la fin de votre vie, donc on ne peut pas faire l'impasse. Il faut se réconcilier avec si on est fâché. Donc voilà, bon, maintenant que j'ai dit un peu l'essentiel de ce que je voulais dire sur mes valeurs et tout ce que j'ai appris ces 10 dernières années par rapport à la nutrition, à mes suivis de coaching, on va passer un peu plus au cas concret. Donc, si vous reprenez cette feuille-là, qui reprend les 80-20. Ce que je voulais dans ce tableau-là, donc vous avez une colonne où il y a les 80% de mon assiette qui doit être composée des aliments non transformés et 20% de votre assiette qui sont plutôt des aliments plaisir. Donc l'idée de ce tableau-là, c'était vraiment de pouvoir se rendre compte quels sont les aliments que je mange et aussi que je bois, parce que c'est les deux, tout ce qu'on met dans son corps, hein, ça je prends une entièreté et bien s'assurer que voilà, que dans ce que vous consommez, il y a beaucoup d'aliments qui sont vrais. Donc, soit des lentilles, du quinoa, des pommes de terre, des fruits, des légumes, de l'eau, tout ça, c'est des aliments vrais. Et après, alors, ça peut prendre du temps quand on le fait pour la première fois, mais quand vous faites vos courses ou alors quand vous prenez un aliment dans votre placard pour le mettre dans votre assiette, lisez bien les étiquettes. Lisez la liste des ingrédients, lisez bien, voilà, quand vous rachetez quelque chose pour, voilà, que ce soit des conserves, que ce soit des pots, etc. C'est pas un problème d'acheter des aliments faits, mais lisez bien, essayez de vous rapprocher au maximum d'un aliment vrai et qu'il y ait moins d'aliments transformés possible. Et donc, du coup, ça va vous permettre d'avoir une idée. Et puis, ce qui est pas mal, c'est de le faire sur une semaine, ce tableau-là. C'est-à-dire que pendant, par exemple, une semaine, vous notez tout ce que vous mangez, donc matin, midi et soir, et puis vous mettez les aliments dans la colonne dont ils ont besoin. Ce qui permet à la fin de la semaine de pouvoir visualiser, ok, ça c'est tout ce que j'ai mangé cette semaine, quelle est la quantité d'aliments que j'ai consommé qui était vrai par rapport à ceux qui ne l'étaient pas. Alors vous allez me dire, le thé et le café, c'est plutôt un aliment vrai, oui, mais ça n'hydrate pas comme l'eau. Le thé et le café en soi, j'ai rien contre, c'est juste une question d'équilibre. Si vous buvez 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour, et que vous prenez 1 ou 2 thés dans la journée, en plus, ça ne va pas me poser de problème. Maintenant, si vous me prenez 4 thés par jour et vous buvez un verre d'eau, ça va être compliqué. Donc, c'est juste une question d'équilibre. On doit être à minimum 1,5 litre d'eau par jour. Mais c'est minimum. Hein. Et c'est sans parler de si vous faites du sport. D'accord ? C'est vraiment important. L'eau, c'est la base. C'est vraiment la base. J'ai des clientes qui ont perdu 3 kilos en une semaine juste parce qu'elles buvaient de l'eau. D'accord. C'est vraiment, on sous-estime les choses simples. Souvent, on veut chercher des trucs compliqués, on veut chercher le complément alimentaire magique, le brûle-graisse, le machin. Non, buvez de l'eau, franchement. Et si vous consommez beaucoup de thé, beaucoup de café, diminuez. D'accord. On essaye vraiment d'avoir un équilibre. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Alors, ensuite, maintenant, on va passer au vif du sujet. Comment est-ce qu'on prépare
les assiettes. Très souvent, j'ai les clientes sur, genre, la première fois qu'on parle de nutrition, elles sont désespérées en mode « Alexia, s'il te plaît, je veux pas faire plusieurs repas pour mes enfants, pour mon mari et pour moi. C'est pas OK. » Et je suis du même avis. C'est pas OK de faire plusieurs repas pour tout le monde, d'accord? C'est déjà pas simple de cuisiner tous les jours. Moi, en général, je fais un repas et ça me fait... Enfin, je cuisine un repas, ça m'en fait 2. Donc, souvent, le dîner, je me fais un tupperware pour le lendemain, midi, par exemple. Enfin, voilà, j'essaie vraiment de faire en sorte de pas forcément cuisiner à chaque repas. Et c'est encore moins OK de cuisiner... Enfin, déjà, rien que ça, moi, cuisiner une fois pour 2 repas, ça me paraît déjà énorme. Et donc, je veux même pas imaginer, genre, cuisiner plusieurs repas pour un repas. Enfin, non, surtout pas. Et après, effectivement, on n'a pas les mêmes besoins. Un adolescent, un jeune enfant, une femme et un homme, on a tous des besoins qui sont différents. En revanche, le corps, il a quand même, dans les familles, il a besoin des mêmes trucs. D'accord? C'est juste une question de quantité, en fait. Que ce soit un homme, une femme, un enfant, on a besoin de protéines, on a besoin de glucides, on a besoin de lipides, on a besoin de fibres, on a besoin de vitamines, on a besoin de minéraux. Tout le monde, là-dessus, on a les mêmes besoins. C'est au niveau des quantités que ça va se jouer, d'accord? En général, si on a une activité sédentaire, on n'a pas les mêmes besoins que si on a une activité où on fait du sport tous les jours. Un homme a un métabolisme qui est plus élevé, tout simplement parce qu'en fait, il a une masse musculaire qui est plus élevée. Pourquoi? Parce que, entre autres, il y a plein d'autres raisons, mais principalement la testostérone. On sait que les hommes ont beaucoup plus de testostérone que les femmes. Quand on fait de la musculation ou de l'activité physique, c'est la testostérone qui fait, grâce aux protéines qu'on va manger, qu'on développe du muscle. Donc, les hommes, en général, développent du muscle beaucoup plus facilement que les femmes. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ne sont pas faits pour avoir des enfants. Donc, en termes de masse grasse, on n'a pas du tout les mêmes stocks. D'accord? Ce qui est logique. Je vous ai dit, c'est hormonal, c'est sain. Voilà, il n'y a pas de... On ne va pas être jalouse des hommes parce qu'ils n'ont pas les hormones et tout ça. Non, c'est juste que c'est des métabolismes complètement différents. Donc, effectivement, j'ai souvent des clientes qui me disent « Mais c'est frustrant, genre, mon mari, il mange à sa faim et lui, il perd. Et alors que moi, j'ai l'impression de mourir de faim et je grossis. » Donc oui, souvent, parce que déjà, quand on se fait mourir de faim, le corps, la réaction, c'est « Ok, elle ne me donne pas à manger, je fais des réserves. » Déjà. Et aussi, parce que du coup, l'homme, avec son métabolisme qui est un peu plus... boosté que celui de la femme, forcément, s'il commence à faire attention à ce qu'il mange, il va perdre plus vite. Mais si vous faites de la musculation, que vous boostez votre métabolisme, ça va être la même chose. Hein. Vous allez perdre plus vite. Donc voilà, c'est pas réservé que pour eux non plus. Il faut juste booster le métabolisme. Et on met un peu plus de temps à développer notre masse musculaire parce qu'on a moins de testostérone, mais ça fonctionne quand même. Donc on peut très bien booster notre métabolisme pour aussi perdre plus facilement de la masse grasse. Donc, dans chaque assiette, il va falloir une portion de végétaux. Alors, pour vous simplifier, moi, je ne fonctionne pas du tout à la pesée, je ne compte jamais les calories, je veux que ce soit hyper simple. Dites-vous, la moitié de l'assiette, ça doit être des végétaux. D'accord? Donc, la moitié de l'assiette, on met des légumes, quoi. Des légumes. Parce que ça va vous apporter les vitamines, les minéraux, les fibres. Et en plus de ça, les légumes, il n'y a pas de calories dedans. D'accord? C'est clairement pas ça qui va vous nourrir. Ils sont indispensables pour leurs minéraux, leurs vitamines et leurs fibres. On en a besoin. Mais les légumes ne nourrissent pas. On ne se nourrit pas de légumes. D'accord? Il y a très, très peu d'énergie dans les légumes. Donc, il en faut la moitié de l'assiette. Tac. C'est quasiment, ça représenterait en calories. Donc, voilà, fin de l'histoire. Maintenant, dans les autres, c'est là où il va falloir mettre les glucides, les lipides, les protéines. Alors, les glucides, donc nos sucres, ça va vraiment dépendre de votre activité physique. C'est-à-dire que si vous avez une activité physique sédentaire, il n'en faut pas beaucoup. Mais il en faut quand même. Si vous oubliez d'en mettre, votre corps, il ne va pas être content. Il va vous envoyer des pulsions de sucre. Donc, on en met. On n'en met pas beaucoup. Et on va privilégier les glucides à un index glycémique bas. Donc, on va privilégier les lentilles, le quinoa, la patate douce, les haricots. Donc, haricots, les beans, haricots, pas les haricots verts. Les pois chiches également. Donc, ces aliments-là, c'est des super aliments. Moi, j'adore les légumineuses. Tout simplement parce qu'ils ont un index glycémique qui est très bas. Ils sont hyper riches en fibres. C'est des glucides. Et en plus, c'est des protéines végétales. Donc, ça veut dire que si vous avez une bonne portion de lentilles, de quinoa, de pois chiches, etc.,
vous n'avez pas forcément besoin de rajouter des protéines animales dans votre assiette. Vous en avez déjà des protéines. Alors après, vous pouvez, si vous avez envie, vous rajouter un peu de blanc de poulet, vous rajoutez un œuf, voilà, vous rajoutez des protéines animales ou du poisson. C'est possible. Mais si vous ne voulez pas rajouter parce que vous avez envie de vous faire un truc plus léger, végétarien, etc., vous avez déjà des protéines dans les légumineuses. Donc, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et donc, vu que vous avez vos protéines dans les légumineuses, vous avez vos glucides aussi. Ensuite, il vous reste à rajouter, du coup, les graisses. Alors, les graisses, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Par contre, il en faut un petit peu à chaque repas. Mais vos graisses, alors par exemple, si vous avez un œuf, bah, vous avez de la graisse dans le jaune d'œuf. Si vous avez de l'avocat, vous avez de la graisse dans l'avocat. Vous avez des graisses dans tous les petits poissons, dans le saumon, le thon aussi. Mais tout ce qui est maquereau, sardines, c'est des très bonnes sources de graisse aussi. Filet d'huile d'olive, des noix, des amandes. Dans les salades, hop, des graines de chia. Vous avez des graisses dans tout ça. Donc, il n'y a pas besoin non plus de se casser la tête à mettre une tonne de graisse. Au niveau des graisses, il faut un équilibre. Vous savez qu'il y a plusieurs donc, familles de graisses. On parle souvent oméga 3, oméga 6, oméga 9, etc. Il n'y a pas des graisses qui sont meilleures que d'autres. C'est juste que souvent, on mange beaucoup trop de graisses d'origine animale. On mange beaucoup trop de beurre, de produits laitiers, donc beurre, yaourt, crème fraîche, etc. Il y a et du fromage. Donc, on mange souvent beaucoup de graisses d'origine animale et à côté, on ne mange pas suffisamment de graisses d'origine végétale donc, ou alors des petits poissons. Donc, c'est juste un équilibre à trouver. Si vous avez tendance à, par exemple, à manger beaucoup de fromage et que vous aimez ça, eh ben, on va faire attention de ne pas forcément prendre de beurre, faire attention. Par exemple, si vous mangez, on peut manger un œuf par jour sans problème. Par contre, on ne peut pas manger un œuf par jour et du fromage à chaque repas. Voilà. C'est juste une question d'équilibre. Donc, faut que les graisses s'équilibrent. Donc, pour les répartir, en gros, moi, je me dis toujours, pour que ce soit simple, encore une fois, les graisses d'origine animale, donc tout ce qui va être produits laitiers principalement, et puis les œufs, et puis après, je vais voir toutes mes graisses qui vont être plutôt végétales, donc l'huile d'olive. Alors, l'huile de coco, elle supporte bien la chaleur, donc en général, si jamais j'ai besoin de faire quelque chose que je vais faire chauffer avec des graisses, je vais plutôt utiliser l'huile de coco. Elle a un goût assez fort, donc il ne faut pas que le goût dérange. Et puis, pour tout ce qui va être salade, etc., là, je vais plutôt utiliser, du coup, l'huile d'olive. Voilà. Les huiles extraites à froid, c'est hyper important, la qualité de vos huiles. Toujours dans des bouteilles en verre. D'accord ? Les graisses absorbent les toxines du plastique. Ça passe dans les graisses. D'accord? Donc, toujours, que ce soit le beurre d'amande, que ce soit les huiles d'olive, que ce soit vos tupperwares en verre, s'il vous plaît. Ça, c'est juste pour côté santé. Mais voilà. Moi, j'ai changé tous mes tupperwares quand j'ai appris ça parce que j'avais, comme tout le monde, j'avais beaucoup de tupperwares en plastique, alors plastique dur, etc. Je ne mettais jamais mes tupperwares au micro-ondes. Quand je faisais chauffer, je mettais toujours dans des assiettes, en céramique, etc. Je faisais toujours attention. Mais en fait, les graisses transpirent, absorbent en fait le plastique. Donc, les toxines du plastique vont passer par les graisses, dans les graisses, et ensuite les graisses, nous, on les mange et on se retrouve avec les toxines dans notre corps. Donc voilà, dans le verre, tout va bien. Après, si le couvercle il est en plastique, c'est pas grave. C'est juste le contenant. Le contenant en verre, ça c'est important. Et donc pour les bouteilles, très important. D'ailleurs, mon chéri s'est fait un peu engueuler l'autre jour parce qu'il me dit « Ah, trop bien, j'ai trouvé une super huile d'olive comme tu veux, extraite à froid, machin et tout, local et tout. » Voilà, il est super content. Et c'était dans une bouteille en plastique. Et j'étais là genre « Non !» Donc, je sais qu'il y a un milliard de trucs à penser. Et encore une fois, on essaye juste de faire au mieux. D'accord? Personne n'est parfait. Ce qui est horrible, c'est que plus on en sait, et du coup, plus on est là, genre au secours. Mais voilà, essayez aussi de vous dire, plus vous en savez, et plus en fait, en pleine conscience, vous faites de mieux en mieux pour votre santé. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est de faire au mieux et clairement pas de faire parfait. Donc, pour en revenir à la création de vos assiettes, ce qui va être important, du coup, ça va être, pour la famille en tout cas, c'est sur les glucides qu'on joue. Parce que sur les protéines, tout le monde en a besoin. Donc, la quantité de protéines, si c'est des protéines, alors si c'est du quinoa, des lentilles et tout ça, vu que c'est protéines plus glucides, bien sûr, va falloir un peu le réguler. Mais si après, on parle de portions de blanc de poulet, etc., d'œufs et tout ça,
C'est un peu la même pour toute la famille. Les graisses, même proportion pour toute la famille, parce qu'au final, souvent un assaisonnement, plutôt les graisses, et pas forcément l'entièreté de votre assiette. Et donc, l'équilibre se joue beaucoup au niveau, du coup, des glucides. Donc, vous pouvez avoir la même assiette pour toute la famille, sauf que, du coup, au moment de dresser l'assiette, c'est là où vous... alors, peu importe, mais essayez quand vous cuisinez, voilà, de ne pas tout mélanger forcément ensemble et de ne pas tout servir ensemble. Comme ça, essayez toujours d'avoir vos glucides un peu à part et de mélanger ensuite dans l'assiette. Donc, par exemple, moi, pour que ce soit plus simple, ça m'arrive souvent aussi de préparer le week-end. Je prépare un grand bol de quinoa que je fais déjà cuire, ou je prépare un grand bol de lentilles, parce que les lentilles, il faut les faire tremper avant de les cuire, etc. C'est un peu chiant au niveau préparation. Par contre, une fois qu'elles sont prêtes, on peut s'en servir pendant plusieurs jours. Donc, je vais plutôt avoir tendance, moi, mes glucides, à les préparer un peu à l'avance. Je les laisse au frigo. Et puis, je fais mon assiette, donc la moitié, je mets des légumes. Après, je rajoute ma portion en fonction, est-ce que j'ai fait beaucoup de sport, est-ce que j'en ai pas beaucoup fait, est-ce que j'étais beaucoup assise, beaucoup en voiture, etc. Du coup, mon conjoint, lui, pareil, en fonction de sa journée, il va mettre plus ou moins de glucides. Enfin bref, on prend ce dont on a besoin et puis on rajoute voilà, nos protéines s'il n'y avait pas beaucoup de protéines ou si on a fait une grosse séance de sport et qu'on a vraiment envie d'augmenter un peu nos protéines, on le fait, mais voilà. Donc, c'est pas j'espère que vous comprenez que c'est pas prise de tête, en fait. Voilà, bon, en soi, c'est juste une routine à mettre en place, mais c'est pas hyper compliqué et vous n'avez pas besoin de cuisiner différemment pour tout le monde. Alors, maintenant, j'ai essayé vraiment de vous simplifier la vie le plus possible. C'est pour ça que j'ai fait l'annexe du e-book, parce que souvent, une fois qu'on a compris que, OK, la moitié de mon assiette, c'est des légumes et ensuite, il me faut des protéines, des glucides et des lipides, du coup, la question, c'est OK, donc quoi et dans quoi? Parce que souvent, c'est ça aussi la prise de tête. Oui. Donc, c'est pour ça que l'annexe, en fait, c'est uniquement ça. Donc, il y a plusieurs parties. La première partie, j'ai mis les aliments qui étaient par ordre du plus riche au moins riche en glucides. Donc, par exemple, forcément, dans les plus riches, on va avoir du miel. Ah oui. Tiens, ça. Je vois riz à risotto qui est dans les 3 aliments les plus riches en glucides. Alors que, je ne sais pas où il est caché, le riz basmati, mais en fait, le riz basmati, il est plus bas, tout simplement parce qu'en fait, l'index glycémique et aussi la quantité de glucides dans vos aliments, mais l'index glycémique, ça va dépendre des cuissons et de l'état aussi si c'est mûr ou pas. J'en avais parlé un peu pour la team Easy Start, on en a parlé dans le live d'hier, mais une banane qui est très mûre va se digérer beaucoup plus vite qu'une banane qui n'est pas très mûre. Donc, ça veut dire qu'en fait, une banane très mûre, elle va avoir un index glycémique plus élevé qu'une banane pas mûre alors que c'est le même aliment. Pareil pour le riz, par exemple. Le riz basmati al dente a un index glycémique qui est beaucoup plus bas que le riz à sushi. Parce que le riz à sushi, il est hyper cuit, gluant, il se digère hyper vite. Plus un aliment se digère vite, plus son index glycémique est élevé. D'accord ? Des pâtes al dente, si possible, complètes parce qu'elles vont être riches en fibres, donc ça va ralentir leur absorption. Juste al dente, ça veut dire qu'elles vont être plus lentes aussi à être digérées. Ce sera mieux que des pâtes hyper cuites aussi. Et des pâtes à base de farine uniquement blanche. Donc, ce qui va être important, voilà, ça va être d'essayer d'être sur des aliments plus complets, forcément, ce sera un peu mieux. Sauf pour le riz basmati. Le riz basmati, il a un index glycémique plus bas que le riz complet. Donc, le top du riz, c'est le riz basmati al dente. Voilà. Comme ça, c'est dit. Donc après, le quinoa, par exemple, vous dites, oui, le quinoa, il a aussi beaucoup de glucides, etc. Donc, c'est normal. Mais bon, le quinoa, il a aussi plein de fibres. Donc voilà, vous avez la liste, en fait, de vos glucides. Donc, quand vous cherchez votre assiette, là, que vous cherchez vos glucides, vous allez dans la liste et puis vous lisez, voilà, patates douces, les pâtes complètes, du riz basmati. Voilà. Le riz basmati, on est à 25 grammes de glucides pour 100 grammes. Le riz à risotto, on est à 70 grammes pour 100 grammes. Ouais. Donc, on n'est pas du tout sur le même index glycémique. Les pâtes complètes, on est à 26 grammes pour 100 grammes. Je ne sais pas si j'ai des pâtes blanches. J'ai pas, mais par exemple, voilà, le quinoa rouge, on est à 61 grammes, donc il y a beaucoup de glucides dans le quinoa. Après, le quinoa, il y a aussi des protéines végétales, donc c'est quand même un super aliment.
Donc voilà. Donc vous pouvez retrouver là-dedans, en fait, par ordre, par glucides. Après, j'ai trié les protéines par ordre aussi. Donc des aliments qui ont plus de protéines à ceux qui en ont le moins. Et puis j'ai fait la même chose avec les graisses, les lipides. Je vous ai aussi mis les aliments qui étaient en fibres. Donc toujours pareil avec ceux qui en ont plus à ceux qui en ont le moins. Donc par exemple, les graines de chia, elles sont extrêmement riches en fibres. Elles sont à 34 grammes pour 100 grammes, donc c'est vraiment énorme en fibres. Et c'est ce qui fait qu'en fait, même si elles ont beaucoup de sucre, elles restent à une absorption très lente, en fait, un index glycémique bas, parce que les fibres ralentissent leur absorption. Il faut juste imaginer, visualiser l'aspect moléculaire des aliments, en fait. Le sucre, c'est une composition moléculaire qui est très simple. Donc, quand vous digérez, la digestion, le rôle, c'est de casser les molécules pour les absorber. Donc, moins il y a de molécules à casser, plus c'est simple, plus c'est facile. Les graisses et les protéines, composition moléculaire très complexe, long à casser. Fibres, complexe, long à casser. Donc, en fait, quand vous mélangez tout dans le bol alimentaire, même si vous avez un aliment qui a un index glycémique très élevé, le fait d'avoir des protéines, des graisses, des lipides et des fibres, en fait, ça se mélange dans votre bol alimentaire, tout ça. Et donc, ça permet du coup de pouvoir manger quand même du riz, quand même des pâtes, sans problème. Par contre, si vous mangez du riz et des pâtes avec de la sauce tomate, on est sur un fruit, donc très riche en sucre. Quand on cuit et quand on mixe la tomate, on retire toutes ces fibres et tout ça. Et donc, au final, il vous reste quasiment que son sucre. Et donc, vu qu'il n'y a plus de fibres du tout, si vous rajoutez ça avec du riz, vous êtes sur une bombe de sucre. Parce qu'en digestion, là, vous êtes en première position. Ça va aller très, très vite. En revanche, si vous prenez un riz basmati, que vous le cuisez al dente, que vous rajoutez des petites tomates que vous coupez dedans, donc tomates entières coupées, un petit filet d'huile d'olive, rajoute des trucs qui sont des assaisonnements qui sont comme du basilic, des choses comme ça qui sont peu caloriques et qui sont du coup très goûtus. Ça permet aussi de ne pas avoir besoin de rajouter des sauces ou quoi que ce soit. En général, un peu de thym, un peu de sauge, un peu de basilic, ça donne tout de suite de l'arôme. Et là, c'est complètement différent que votre riz sauce tomate. Alors qu'au final, vous allez vous dire, dans les deux, il y a du riz et il y a des tomates. Mais alors, rien à voir au final sur le résultat en termes de digestion. Donc, c'est juste une question d'assembler les aliments. Donc, grâce au guide, vous pouvez essayer d'avoir une idée de quel aliment a des fibres, quel aliment a des glucides, quel aliment a des protéines. Donc, vous pouvez comme ça créer vos assiettes grâce à ça. Souvent, ce que je vous recommande, c'est de partir de ce que vous faites déjà, d'accord, vos plats que vous faites très souvent à la maison, et d'essayer de les améliorer. Donc, c'est tout simple, mais si vous faites, je sais pas, par exemple, des pâtes à la bolognaise. Voilà, pâtes à la bolognaise maison, on est sur de la viande rouge, on est sur de la sauce tomate, on est sur des pâtes. Donc, c'est clairement pas le pied. En termes d'index glycémique, c'est très, très élevé. Voilà. Ce serait mieux de faire du coup... on peut faire des pâtes. On va essayer plutôt d'être sur des pâtes complètes. On fait attention de bien les cuire al dente. Vous pouvez quand même vous faire une bolognaise à côté, donc sauce tomate du coup et bœuf, mais on n'en reste pas là. Il n'y a pas assez là. Il manque les fibres, il manque les végétaux. Donc on garde ces pâtes plutôt complètes de préférence al dente. On garde la bolognaise, mais on rajoute une bonne part de salade, la moitié de l'assiette. D'accord, moitié de l'assiette. Et du coup, on mange toujours des pâtes à la bolognaise, il n'y a pas de souci, mais du coup, on n'a pas de pic d'insuline. Du coup, pas de pic d'insuline, pas de stockage des graisses, pas de coup de barre après, etc., etc. Et on ne se cache pas derrière l'excuse des enfants, parce que je l'entends tout le temps. Oui, mais mes enfants, ils n'aiment pas ça, machin. Mais vous leur rendez service, hein. Enfin, vous leur donnez tout de suite les bonnes habitudes, vous leur donnez tout de suite, voilà, une bonne santé, en fait, parce que eux aussi, ils ont les mêmes besoins que vous. Ils ont besoin de protéines, de glucides, de lipides. Ils n'ont pas besoin que de glucides. On ne peut pas leur donner que des glucides parce que du coup, ils ont aussi besoin de ces fibres, de ces minéraux, de ces vitamines. Donc, effectivement, ils ont un métabolisme qui est hyper élevé. D'accord? Les jeunes et les ados, c'est un métabolisme qui carbure. Donc, ils ne vont pas stocker. D'accord? En général, on ne commence pas à stocker avant l'adolescence. Donc, effectivement, vous dites oui, mais il faut que je lui donne beaucoup. Alors oui, donnez-leur beaucoup plus de glucides qu'à vous, clairement.
Mais on ne fait pas l'impasse sur les fibres, on ne fait pas l'impasse sur les protéines, les lipides. Enfin voilà, on donne la même chose, c'est juste qu'on donne plus. Mais on ne se cache pas derrière les enfants pour manger des cochonneries. Ça, je l'entends tout le temps. Oui, oui, je vous connais. Alors, je voulais juste reprendre un peu avec vous les recettes de printemps. Comme ça donne des exemples et ça permet de vous montrer un petit peu comment je construis. Donc, il y en a qui sont plus équilibrés que d'autres. Si je prends la première que je vous donne, c'est pâtes aux légumes. Alors, on reste sur des pâtes. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément ce qui est le plus équilibré. Mais en fait, je voulais vous montrer qu'on peut manger des pâtes aussi. Alors, l'idée de ces recettes-là, c'est que c'est des choses que vous pouvez manger tout le temps. D'accord? Ça fait vraiment partie des 80%. Donc, les pâtes aux légumes verts, on va essayer du coup d'avoir des pâtes complètes. Je ne sais pas si vous avez aussi déjà essayé les pâtes, par exemple, aux lentilles. Il y a des pâtes aux lentilles ici, des pâtes aux pois chiches, des choses comme ça. Au final, quand c'est mangé seul si vous voulez manger seul avec un filet d'huile d'olive, c'est pas forcément le pied par rapport à des pâtes fraîches ou des pâtes classiques. Mais en revanche, quand on mélange ça en fait avec plein d'autres aliments et qu'il y a un bon assaisonnement qui est relevé, au final, on voit pas la différence. Donc, vous pouvez aussi, pour cette recette-là, si vous voulez, prendre des pâtes blanches classiques, mais du coup, il faudra, si vous êtes sur des pâtes blanches classiques, augmenter un petit peu la quantité de légumes, en fait. C'est juste ça. Donc, des pâtes complètes. Donc, dans la recette, il y a des protéines. Les protéines viennent des pâtes complètes, en fait, parce que du coup, dans les céréales, on a aussi des protéines végétales. Donc, oignons, ail, huile d'olive. Donc, l'huile d'olive extraite à froid, on est sur les graisses. Et ensuite, on a des courgettes, des asperges qui permettent du coup d'apporter les fibres, les légumes, donc les minéraux, etc. Et puis, lésinez pas sur les herbes et sur les arômes naturels pour le coup, les vrais. Donc, des vraies herbes, des herbes de Provence, des mélanges d'assaisonnement. Ça permet vraiment de rendre tout plus fun et plus goûteux aussi, quoi. Je vous ai mis un risotto. Donc, risotto avec du parmesan, des échalotes, alors tomates séchées, huile d'olive, le riz de risotto. Et puis, on a... moi, souvent, j'utilise du bouillon de légumes aussi. Si vous pouvez le faire vous-même, c'est encore mieux parce qu'honnêtement, les bouillons de légumes que vous achetez dans le commerce, c'est souvent pas très joli quand on lit la description. Le bouillon de légumes, en soi, si vous le faites, après, on congèle. Hein. D'accord? Vous en faites, vous mettez dans des bouteilles, vous mettez au congèle. Hein. Vous ne prenez pas la tête comme ça, vous en avez toujours à portée de main. Et puis, cœur d'artichaut. Alors, cœur d'artichaut extrêmement riche en fibres. Donc, l'artichaut, les asperges, si vous aimez ça, allez-y à fond parce que c'est top. Et puis, des petits pignons de pain. Alors, moi, j'adore ça, les pignons de pain, les amandes effilées, les noix, les graines de courge. J'en mets partout. C'est vraiment des protéines gratuites et des bonnes graisses. Donc, là, pour le coup, moi, j'en rajoute toujours un peu à la fin. D'ailleurs, dans les pâtes de légumes, souvent, moi, je rajoute des graines de courge aussi à la fin, dessus. Quinoto gourmand. Alors, quinoto, c'est une sorte de risotto, mais à base de quinoa. C'est aussi une bonne solution pour éviter un risotto de temps en temps, c'est pas un problème, mais si de temps en temps vous voulez varier, vous pouvez reprendre des recettes de risotto et mettre du quinoa à la place. Il y a juste besoin de mettre moins d'eau parce que le quinoa boit beaucoup moins que le riz de risotto. Mais voilà, n'hésitez pas à vous reprendre des recettes de risotto et vous le faites avec du quinoa, c'est excellent. Et puis toujours là, des carottes, des courgettes, des champignons, voilà. Toujours dans vos recettes, avoir des légumes. Je vous avais mis une salade de crevettes au fenouil. Le fenouil aussi, c'est excellent comme aliment. L'avocat. Toutes les recettes d'ailleurs que je vous ai mises, souvent je mets avec ou sans protéines animales, mais vous pouvez très bien reprendre mes recettes et puis si vous n'aimez pas les crevettes, vous ne mettez pas de crevettes. Alors soit vous remplacez par un œuf, un blanc de poulet, ou alors vu qu'il y a dans cette recette, est-ce que j'ai des protéines, donc on a de la laitue, du fenouil, du jus de citron. Ah, j'adore le jus de citron. Je mets souvent en assaisonnement, moi je mets rarement du vinaigre, je mets souvent huile d'olive, jus de citron, parmesan. Et mes salades en général, je fais ça et c'est le pied. Donc il y a de l'avocat. Donc là, les protéines là-dedans, c'est vraiment les crevettes. Donc si jamais par exemple vous voulez faire la recette de salade de crevettes, mais sans les crevettes, vous mettez du quinoa à la place typiquement. Voilà, comme ça, on a des protéines végétales. Vous pouvez mettre un œuf aussi à la place des crevettes.
Deuxième quinoto avec poulet artichaut. Donc pareil, vous pouvez faire quinoto artichaut vu que vous avez des protéines dans le quinoa, on n'a pas forcément besoin du poulet. Qu'est-ce que je vous avais mis d'autre? Salade de légumes verts, pamplemousse. Ah oui, les fruits. Alors les fruits, on n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui ont du mal à digérer les fruits. Si c'est votre cas, évitez de les manger en fin de repas ou évitez de les mettre dans vos salades, d'accord? Si vous digérez mal les fruits, on évite de les consommer à la fin du repas ou dans des salades. Mais en soi, c'est propre à chacun. Donc, il faut vraiment voir si quand vous mangez quelque chose avec un fruit à la fin et que vous n'êtes pas bien, vous êtes ballonné, vous avez du mal à digérer et que vous mangez la même chose sans le fruit à la fin et que ça va bien, c'est que ça vient du fruit. Donc, il faut juste faire le test avec, sans et voir si ça vous gêne en termes de digestion. Bah, dans ce cas-là, on retire. Si ça ne vous gêne pas, on garde. Donc, ça, c'est propre à chacun. On n'est pas égaux. Voilà. Vous aurez tout le temps de regarder les recettes. Je voulais vous parler des desserts. Les desserts. Que dire sur les desserts? Les desserts, ça fait partie des 20%. Donc, les desserts, ce n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de manger un dessert à la fin du repas pour finir votre repas. Honnêtement, si vous êtes satisfait avec votre plat principal, quand je dis satisfait, c'est que vous vous êtes fait plaisir. Vous avez mangé un plat qui vous a fait plaisir, qui était bon. Essayez, s'il vous plaît, pendant peut-être une semaine ou deux, de vraiment pas prendre de dessert si vous en prenez systématiquement. Vous essayez et vous voyez comment ça se passe. D'accord? Je pense que Blandine, est-ce que tu veux nous dire un mot sur les desserts? Je pense que tu en mangeais systématiquement avant. Et donc, Blandine nous a... Enfin, je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Ah, ton micro, il est coupé. D'accord, tu n'arrives pas à le remettre. Donc, Blandine, elle mangeait des desserts systématiquement. Et quand je lui ai dit, écoute, Blandine, ce serait bien qu'on arrête pendant une semaine les desserts, elle m'a fait un peu la tête. Et puis, bon, elle a joué le jeu parce que, voilà, elle me faisait confiance. Donc, elle a arrêté de prendre des desserts. Et puis, en fait, rapidement, elle me dit, Alex, c'est bizarre, en fait, ça me fait plus rien, en fait, de pas prendre de dessert. Alors que quand je lui avais annoncé le truc, au début, elle était un peu là, genre, ça va, genre, jamais de la vie, ça va bien se passer, quoi. Donc, essayez de garder les desserts comme un aliment plaisir. C'est pas forcément ce qui va vous nourrir, un dessert, d'accord? Ce qui va vous nourrir, c'est votre assiette équilibrée, complète. Ça vous nourrit. Le dessert, il va pas forcément vous nourrir, d'accord? Donc, dites-vous que c'est un plaisir. Donc, de temps en temps, il y a un anniversaire, on est au resto avec des amis, on est invité à dîner chez des amis. Enfin, voilà, il y a un dessert, ça vous fait envie, vous en prenez pas le reste du temps. Bon, bah, très bien, on prend un dessert et on se fait plaisir. Aucun problème. Maintenant, avoir des desserts systématiquement à la fin de chaque repas de manière automatique, non, aucun intérêt. D'accord? Si vous équilibrez bien vos assiettes, vous avez tout ce dont votre corps a besoin dans votre assiette. Donc, le dessert en soi, votre corps, il n'en a pas besoin. Faites bien attention à la consommation de produits laitiers et de yaourts. D'accord? Souvent, on a en tête qu'il faut des yaourts tous les jours. Oui, un fruit, c'est un dessert. On a en tête qu'il faut un yaourt tous les jours, etc. pour le calcium. Si vous mangez des végétaux, vous n'aurez aucune carence en calcium. D'accord? Les légumes verts sont extrêmement riches en calcium. Donc, ils s'absorbent en plus très, très bien. Donc, si vous avez la moitié de votre assiette qui est constituée de végétaux, vous n'aurez aucun problème de calcium. D'accord? Les produits laitiers, on peut en manger une portion par jour. On évite d'en manger plus. D'accord? Alors, encore une fois, c'est très controversé. J'ai essayé de lire un maximum d'études qui vont dans les deux sens. Des études qui vont pour les produits laitiers, des études qui vont contre. C'est toujours une question en plus hyper complexe parce que moi, ma famille a une ferme de produits laitiers, enfin une ferme de lait de vache en fait. Donc c'est toujours en plus sujet un peu sensible dans la famille. Ma conclusion de tout ce que j'ai lu, de ce que j'ai essayé avec mes clients et tout ça, et de ce que j'ai essayé sur moi, c'est que si vous consommez un produit laitier par jour, que ce soit du beurre, que ce soit du fromage, que ce soit un yaourt, voilà, mais que vous vous limitez à un produit laitier par jour de la meilleure qualité possible,
Donc, plutôt, si c'est un yaourt, ben, yaourt au lait entier. Si c'est de la crème fraîche, de la vraie crème fraîche. Si c'est du beurre, du vrai beurre. Si c'est un fromage, un bon fromage bien gras et pas léger, voilà. Et vous consommez une portion de produits laitiers par jour. Donc, soit le matin, le midi, le soir, mais une seule par jour, pas une à chaque repas. Pour moi, voilà, ça posera aucun problème. Le problème, c'est quand on va prendre du lait ou du yaourt ou du fromage blanc le matin et puis que derrière, on va se reprendre une portion de fromage ou de yaourt le midi et puis qu'on se reprend un yaourt ou une portion de fromage le soir et puis qu'on rajoute un petit peu de beurre dans sa cuisine et puis qu'on aime bien mettre de la crème fraîche avec le blanc de poulet et que du coup, on se retrouve avec 10 produits laitiers dans la journée. Bon, voilà, là, c'est pas top. D'accord? Donc, produits laitiers, pas de souci. Avec modération, s'il vous plaît. Et en général, le fait de les modérer, bah, ça se passe très bien. Et il y a quand même beaucoup d'intolérance et de douleur en termes d'irritabilité du côlon, des intestins et tout ça, qui viennent souvent quand même, malheureusement, des produits laitiers. Je préférerais ne pas dire ça. Mais voilà, tout simplement parce qu'en fait, la qualité des produits laitiers d'aujourd'hui, c'est pas forcément la même qualité des produits laitiers qu'il y a 60 ans et que ce que mangent les vaches aujourd'hui, c'est pas non plus forcément ce qu'elles mangeaient avant et que donc du coup, ça se répercute sur la qualité de leur lait si vous allez chercher le lait à la ferme, il n'aura pas du tout la même qualité que si vous l'achetez au supermarché, qu'un lait bio n'aura pas la même qualité qu'un lait qui n'est pas bio, etc., etc. Donc, faites attention à la qualité de ce que vous mangez. Vaut mieux manger moins, mais mieux en termes de viande et de produits laitiers. Parce que je sais que c'est les végétaux en général, voilà, même si on veut manger bio, les légumes bio, ça coûte plus cher que des légumes pas bio, mais ce qui coûte très cher, ça va être la viande bio, les œufs bio et les produits laitiers bio. Eh bien, mangez-en moins, mais mettez le prix, vraiment. Parce qu'encore une fois, c'est ce que vous mettez dans votre corps. Et on n'a pas envie de mettre des cochonneries dans son corps. D'accord? Très important. Voilà, bon, j'ai complètement explosé le temps, comme d'hab. C'est tout le temps comme ça, je me fatigue. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça a permis d'éclaircir pas mal de points, de répondre à vos questions? Est-ce que il va falloir de la pratique, hein, ça ne va pas venir comme ça et vous allez avoir des assiettes équilibrées tout de suite. Ça veut dire que maintenant, il va falloir bosser avec cette base que je viens de vous donner. Mais est-ce que vous sentez que vous avez les outils qui vont vous permettre justement de bosser sur vos assiettes? Ouais. Priscilla? Alors oui, moi, oui, ça m'a bien aidé. Après, l'histoire, tu parles, tu dis pas de quantité particulière. Mais moi, me connaissant, si j'ai pas un minimum de cadrage, la salade, les légumes, j'ai compris, c'est la moitié de l'assiette, ça j'entends bien. Moi, la partie protéines, tu vois, c'est quoi? 3 cuillères à soupe, hein, parce que moi, j'adore les lentilles, j'adore le quinoa. L'autre coup, je me suis fait un dalle de lentilles corail avec patates douces. J'aurais mangé le plat entier. J'aurais mangé que ça. Alors, tellement c'est bon. Ouais. Tu vois? Oui. Alors, plusieurs choses. Déjà, essaye toujours, le dalle, voilà, c'est plus difficile parce que quand tu as un dalle, tu as quand même plus de lentilles que de légumes dedans. Donc, du coup, tu essayes toujours de te dire, voilà, il faut quand même, en termes de quantité, tu sais que si tu te mets une grande assiette de dalle, la moitié de l'assiette, ce ne sera pas forcément des légumes. D'accord? Donc, ça peut éventuellement te faire une petite portion de légumes, tu vois, genre une salade verte à côté, par exemple, quelque chose comme ça. C'est aussi une connexion à ta satiété. Ça peut prendre du temps quand on n'a pas trop, tu vois, l'habitude, mais bon. Effectivement, en termes de quantité, je préfère pas vous embêter avec ça. Maintenant, ça doit être une assiette et on se resserre pas. Souvent, ce que je conseille quand on ne sait pas trop au niveau des quantités, c'est de mettre tout ce qu'on va manger en fait, sur un plateau, par exemple. Parce que souvent, on va prendre une entrée et puis après, on va se relever, on va se servir le plat, on va manger le plat, on va se rechercher un petit bout de fromage, un petit bout de pain, etc. Alors, attendez, je coupe un truc parce qu'il y a des micros qui sont allumés et du coup, ça bug. Et donc, en fait, à la fin, on n'a pas visualisé vraiment tout ce qu'on a mangé parce qu'on n'a pas arrêté d'aller rechercher. Donc, ce qui peut être important pour commencer à avoir une idée de visualiser tout ce que vous mangez, c'est-à-dire que quand vous préparez un peu votre dîner, essayez de mettre tout sur votre set de table, par exemple, dire voilà, ce soir, je mange ça et donc d'avoir un visuel de ce que vous mangez.
Et de là, bon, bah voilà, vous voyez tout de suite si les quantités, ça match ou ça matche pas, et puis on va pas se resservir. D'accord? Mais bon, faites une belle assiette, quoi. Une belle assiette ou un bol. Après, ça dépend. J'aime pas parler de quantité, ça dépend aussi du niveau d'activité. Si tu as fait, tu vois, une séance de HIIT et que derrière, tu as été marcher 1 heure ou tu as fait du vélo, bah, tu vas pouvoir manger plus de dalles, de lentilles que si tu es resté assise toute la journée. Voilà. Donc après, c'est à vous aussi d'essayer d'avoir une cohérence par rapport à ce que vous visualisez, ce que vous voyez, et de vous dire, bon, bah voilà, est-ce que voilà, ça me paraît cohérent. Faut pas que vous ayez l'impression que c'est ridicule et que vous allez mourir de faim, et il faut pas non plus que ce soit plus que votre mari, si vous avez un mari. Voilà. Ou si vous mangez autant que vos ados, il y a un souci. Alors, d'un côté ou de l'autre. Voilà. mais voilà, c'est ça aussi. Et encore une fois, faites bien attention de manger suffisamment. Très important de manger suffisamment. Vaut mieux manger un petit peu trop de vrais aliments, vous avez cuisiné maison, vous faites plaisir, voilà. Mangez un petit peu trop, et puis de toute façon, vous allez le sentir, si vous mangez trop, la digestion sera moins bonne, vous allez être un peu, enfin voilà, même si sur le moment vous faites plaisir avec ce que vous mangez, du coup vous ne vous sentez pas passer, en général après en digestion on le sent un peu passer, que c'était un petit peu trop. Donc après vous vous dites voilà, là c'était un peu trop, donc la prochaine fois ça veut dire qu'il faut que je mette un petit peu moins. Et puis voilà. Mais déjà de visualiser ce que vous mangez et de ne pas vous resservir. C'est une bonne astuce déjà. Commencez par ça en termes de quantité. J'ai vu passer une question, je crois, sur le pain. Hop. Que penses-tu de manger du pain? Peut-on manger juste avec des légumes? Alors, donc le pain, donc ça va dépendre déjà quel pain. Si on est sur de la baguette, on est vraiment sur quelque chose de très sucré. Voilà, on est sur quelque chose de transformé parce que voilà, on est sur de la farine qui est du blé transformé. Donc on est sur, à la base, vous avez du blé qui se transforme en farine et qui ensuite va se transformer en pain. Donc il y a quand même plusieurs étapes de process pour ça. Donc c'est un aliment qui est transformé. Si vous avez du pain complet aux céréales avec des graines, des noix, très riche en fibres, c'est pas du tout la même chose que de la baguette blanche. D'accord? Donc déjà, ça, c'est une première chose. Maintenant, si vous mangez du pain complet, riche en fibres, etc., avec du légume, ou si vous faites des sandwichs, voilà, vous faites un sandwich typiquement pour le midi, vous prenez un pain complet avec plein de céréales, vous mettez plein de légumes dedans, de la salade, etc. Vous pouvez vous mettre du thon, vous pouvez mettre de l'œuf. Vous essayez en fait de retrouver un peu tous les aliments, voilà, mais vous le mettez en format sandwich. Bon, là, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous mangez un plat de pâtes, de riz, de pommes de terre, de la purée et que vous mangez du pain à côté, non. Non. Ça marche pas. Vous avez déjà eu vos glucides, donc on n'a pas besoin d'en rajouter. Pain, c'est du glucide, d'accord? Et encore une fois, il y a des qualités par rapport à comment, quelle forme de glucides. Donc le pain, pas de problème. Ça dépend dans quel contexte, ça dépend avec quoi. Voilà. Isa, une question? Ah, faut que tu me remettes ton micro. Ouais, c'est bon, je t'entends. Moi, c'est les fruits, en fait. Moi, je ne peux pas me passer de fruits. Enfin, c'est pas un dessert pour moi, un fruit, c'est mon alimentation de tous les jours. Alors, pourquoi pas le fruit On n'est pas censé se... Ouais. Alors, attends, juste tu coupes mon micro parce qu'il y a tu le réactiveras si jamais tu as besoin, juste pour l'écho. On ne se nourrit pas de fruits. Voilà, c'est d'une parce que déjà c'est comme les légumes, on se nourrit pas forcément de légumes, on se nourrit voilà, et après les fruits sont très très riches en sucre, d'accord, donc ça va être important de limiter aussi ces sucres là. Donc, on peut avoir des fruits que si tu as un petit déjeuner, par exemple, tu mets pas mal de fruits à ton petit déjeuner. Bon, bien sûr, faut qu'il y ait aussi du coup des graisses et tout ça parce que c'est que des glucides et des fibres. Tu peux avoir des fruits après, éventuellement sur un autre repas, mais il ne faut pas que tu aies l'impression de te nourrir de fruits. Ça ne fonctionne pas. Voilà, il faut que tu te nourrisses de légumes, tu te nourris avec des protéines, des lipides, voilà. Si après, tu as des fruits en plus, c'est pas un problème, mais c'est la quantité. Quand tu mets, tu vois, tous les aliments de ta semaine sur une table,
Si jamais les fruits représentent une grosse partie, c'est pas OK. Mais si ça représente une petite partie, voilà, si tu les manges entiers, tu les manges pas en jus, etc., tu manges les fruits entiers. Si en termes de digestion, ça te pose aucun problème, tu vois que tu n'as pas de problème digestif quand tu manges des fruits, etc., c'est OK aussi. Mais ça doit rester une petite partie parce que ça reste du sucre, hein, des sucres sains, mais ça reste du sucre, les fruits. Donc, tu peux pas te nourrir que de fruits non plus. Donc, voilà, si tu les prends au petit-déj, avec d'autres choses, ça fonctionne. Essaye de les prendre, du coup, si tu veux les prendre le midi en dessert éventuellement, mais pas le soir. Voilà, d'essayer comme ça, petit à petit, de ne pas prendre systématiquement des fruits. Ils sont pas mauvais, les fruits, c'est juste, faut pas trop en manger. D'accord. Voilà. Merci. Sandrine? C'est bon. Voilà, ça y est. C'est bon, j'avais du mal. Oui, bonsoir, c'est très intéressant. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que depuis assez récemment, je suis passée des yaourts laitiers. Alors, j'étais passée des yaourts de vache aux yaourts de brebis. Ouais. Ouais. Et puis, j'en mangeais qu'un par jour. Et depuis à peu près 3 mois, je suis passée. Je garde mon yaourt de brebis, peut-être une ou, je dirais, même pas une fois par jour, non. Je dirais une fois tous les 2 jours. Okay. Mais en revanche, j'ai introduit des yaourts végétaux. Ouais. Alors, soit au lait d'avoine, soit au lait de soja, soit, voilà. Et je voulais savoir si, du coup, on peut le prendre au dessert, ça. On évite de prendre un dessert systématiquement, de base. Même avec un lait végétal. Bah, alors, déjà, faire attention au lait de soja. Parce que le soja n'existe plus sous sa forme non transformée. Parce que pour le soja, c'est un super aliment à la base, mais qui est extrêmement fragile. Vraiment très, très fragile. Donc, il n'existe plus à son état d'origine, en fait. Il a été transformé pour pouvoir résister à l'agriculture de masse. Donc, même quand il est bio, il n'est pas d'origine. Donc, il peut y avoir des problèmes digestifs liés, du coup, à la consommation de soja. C'est moins le cas de l'avoine. Non, ça reste… Bon, déjà, un yaourt, c'est un aliment transformé, tu vois, par rapport, par exemple, à ce que tu vas avoir dans ton assiette. Et ça reste un dessert, en fait. Moi, je vous invite vraiment, si possible, à ne pas prendre de dessert systématiquement. Et le matin, alors, à ce moment-là, au petit déjeuner, parce que moi, ce que je fais de temps en temps, c'est que je prends un yaourt. Alors, je pratique, en fait, le jeûne intermittent. Donc, je ne prends pas de petit déjeuner habituellement. Et quand j'ai faim, j'en prends un et je prends effectivement un yaourt mélangé avec un peu d'amandes, un peu de fruits secs. Une banane, par exemple, coupée en morceaux, et je mélange tout ça, des graines de chia. Voilà, Et voilà. Ouais, et je mange ça dans mon yaourt. Ton yaourt végétal, donc je te conseille plus avoine que soja, du coup. Tu rajoutes, donc voilà, tu vas avoir quelques protéines végétales dedans. Tu vas peut-être avoir un peu de glucides aussi, c'est possible en fonction de comment est-ce qu'il est fait. Donc ça, faut lire l'étiquette pour savoir. Quand tu rajoutes tes fruits, donc que ce soit fruits secs ou bananes, tu rajoutes une portion de glucides, donc tes sucres dont tu as besoin. Et quand tu rajoutes des graines de chia ou des amandes, bah, tu rajoutes des fibres et des protéines végétales. Donc c'est top. Mais il ne faut pas oublier un élément. Il faut vraiment que tu rajoutes tout ça. Souvent, en fait, il faut rajouter pour équilibrer. Il ne faut pas enlever. Souvent, il faut rajouter quelque chose. Mais je vous avais donné quelques exemples, justement, dans le e-book aussi, de petit déjeuner équilibré. Donc, ça peut être voilà, des graines de chia avec un lait végétal, avec un fruit, par exemple. Ça peut être un œuf sur le plat si vous voulez manger salé. Mais si vous voulez manger sucré, les chia pudding, c'est super. Ça permet de manger sucré. Il n'y a pas forcément, voilà, Le petit déjeuner idéal, c'est le petit déjeuner qui a tous les ingrédients, tous les macronutriments. Ça, c'est le petit déjeuner idéal. Ouais, voilà. OK. Donc, plutôt tes yaourts le matin, du coup. Et on essaye, si possible, parce que si votre assiette, elle est bien faite, vous n'avez pas besoin de dessert. Après que vous preniez un dessert quand vous êtes avec des amis, vous allez, voilà. Là, occasionnellement. Okay. Mais oui, en votre corps, il n'y a pas besoin de dessert. Si on parle vraiment de vos besoins, non. Alors après, pourquoi est-ce que la tête veut un dessert?
Ben oui, non mais c'est ça. On essaye de ne pas se récompenser par la nourriture, s'il vous plaît. Je sais que c'est très lié. On aime bien se récompenser, se dire on a une dure journée, donc on va se prendre un petit verre de rouge ou un petit verre de rosé, et puis on va se prendre un petit dessert parce que la vie c'est difficile des fois et tout ça. Oui, mais non. On est d'accord. On se fait plaisir en donnant tout ce dont notre corps a besoin, en lui faisant du bien. Et après, si on a une journée difficile, eh ben, on va se prendre un bain, on va se lire un bon livre, on va se mettre sous la couette avec une bougie, une musique qu'on aime bien, on va se faire un massage, une bonne séance de sport. On se fait du bien différemment et on dissocie « je me fais du bien avec ce que je mange ». Non, vous mangez pour nourrir votre corps et vous vous faites du bien avec des choses qui ne sont pas liées à la nourriture. Très important. Ouais, oh la pauvre Alexia, elle nous a ruiné notre soirée, quoi. Bon, voilà, je vais devoir vous laisser. J'espère que c'était, voilà, que ça vous a plu et que j'ai pu vous donner un maximum de contenu. Si vous n'avez pas le e-book, n'hésitez pas à le prendre. Sachez que la partie nutrition dans le e-book, ça représente qu'une toute petite partie. Je parle aussi énormément d'autres choses autour du bien-être, de la santé, du sport. Voilà. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin et que vous avez envie d'un coaching, d'être un petit peu plus suivi, je vous propose de regarder, de jeter un coup d'œil à mon programme signature, qui est mon programme de coaching. La prochaine session démarre, les inscriptions démarrent le 23 mai pour la prochaine session. Ce sera un nouveau format. Donc là, je sais que Blandine et Priscilla ont déjà fait le programme signature, donc vous connaissez. Donc c'est un format nouveau. Donc les personnes qui ont fait les autres sessions seront aussi complètement bienvenues sur ce nouveau format si vous avez envie de reparticiper. Format 8 semaines avec un mix de coaching groupe et coaching individuel. Donc vraiment des rendez-vous en one-on-one avec moi et en parallèle des coaching groupes. Pour le moment, il n'y avait que des coachings individuels sur la dernière session. Donc là, je rajoute des coaching groupes parce que je trouve que le forum sur le programme Easy Start fonctionne très bien et j'adore l'entraide et la bienveillance qu'il y a entre les membres du programme Easy Start. Je trouve ça génial. Et donc, du coup, j'aimerais que le prochain programme signature bénéficie de la même dynamique. Donc, ce sera inscription à partir du 23 mai. Le programme commencera début juin pour une durée de 8 semaines. Et donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur cette page-là. Bien sûr, si vous recevez mes emails, vous recevrez les informations en temps voulu. Mais vous pouvez déjà regarder. Et puis, sachez qu'il y a cette option-là si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Ce sera mon prochain programme. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée si vous êtes en France, une bonne journée si vous êtes sur le même créneau horaire que moi. Hop là. Et puis, merci infiniment. Oh là. N'hésitez pas à m'envoyer des retours, des feedbacks. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos impressions. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.